On peut vraiment venir de tous les milieux pour autant qu'on est curieux, je pense, et engagé. Il y a le CV, certes, et les compétences minimum, mais après, c'est beaucoup la personnalité et la curiosité et l'engagement qu'on a envie d'y mettre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femme, chef d'entreprise ou salariée, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Allez, stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Maryline Poulet, directrice territoriale Rhône, dans un groupe connu de tous, Vinci, et plus particulièrement chez Vinci Immobilier. Alors comme d'habitude, toutes les informations concernant l'entreprise sont dans les notes présentes sur les plateformes qui diffusent le podcast. Maryline sait de quoi elle parle. Et oui, car elle est rentrée chez ce major en simple stage d'études et elle n'en est jamais repartie et évolue dans ce groupe depuis plus de 17 ans. Nous verrons avec elle quels sont les périmètres de son poste, mais plus globalement de ce qu'il y a derrière le métier de promoteur et les métiers autour de l'immobilier. Nous parlerons donc de la féminisation du secteur qui est plus importante que sur la partie du chantier pur. Et bien entendu, Maryline nous évoquera les nouveaux enjeux, les difficultés et les contraintes du secteur de l'immobilier à l'heure actuelle. Bienvenue dans cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Bonjour Maryline, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de me recevoir dans vos locaux. Bonjour, avec plaisir, merci. En une phrase, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Maryline Poulet, j'ai 39 ans et je suis directrice territoriale chez Vinci Immobilier. Je suis chez Vinci Immobilier depuis 17 ans maintenant. Alors oui, la question qui me vient principalement, c'est comment êtes-vous arrivée dans ce secteur ? Alors, pas par hasard, puisque la construction m'a toujours attirée, mais c'est vrai que je crois jusqu'à la fin de mes études au lycée, en tout cas, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, j'ai décidé de faire une classe préparatoire aux études commerciales au lycée Ampère à Lyon. De là, j'ai passé mes concours, j'ai été à l'école supérieure de commerce de Toulouse et en dernière année, je me suis spécialisée dans l'aménagement, l'urbanisme et la maîtrise d'ouvrage. Et j'ai fait un stage de 6 mois chez Vinci Immobilier à Lyon. Et depuis, je ne suis pas partie. Pourquoi, du coup, vous êtes spécialisée sur cette partie, sur cette branche ? Mon papa était entrepreneur dans le bâtiment. Je pense que ça vient essentiellement de là. J'ai toujours été avec lui, notamment pendant les vacances. Je l'ai aidé soit à faire des choses chez des clients parce qu'il avait besoin d'aide plus manuelle qu'autre chose, soit il m'a demandé à la maison de repeindre un portail, repeindre des volets, poser un plafond tendu avec lui. Et du coup, je crois que j'aime bien ce secteur parce que c'est la transformation que j'aime bien. C'est voir les choses évoluer, se transformer, s'améliorer. Et du coup, c'est vrai que à l'école de commerce, quand on a étudié un peu toutes les spécialités qui s'offraient à nous en dernière année, tout de suite, ça m'a parlé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'était logique. Alors, dans un milieu bien plus vaste que seulement la profession de plâtrier peintre, bien sûr, puisque c'était son métier. Mais du coup, oui, je crois que ça m'a parlé et j'ai jamais regretté. Réellement, j'ai jamais regretté. 17 ans, mais vous avez beaucoup évolué chez Vinci. Racontez-nous un peu votre parcours au sein de cette entreprise. Oui, alors effectivement, donc j'ai fait mon stage de 6 mois, stage de fin d'études ici. J'avais, en toute honnêteté, lancé des CV à toutes les sociétés de promotion de Lyon, je crois. Et par chance, parce que du coup, je me dis que c'est réellement une chance, j'ai été prise chez Vinci Immobilier. J'ai fait 3 mois de stage au développement, 3 mois de stage côté opérationnel chantier. Et à la fin des 6 mois, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été voir le directeur régional de l'époque et je lui ai dit j'ai fini mon stage, maintenant je voudrais un poste. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai qu'au départ cette personne me voyait plus au développement, peut-être parce que j'étais certainement plus timide et plus réservée qu'aujourd'hui et qu'il avait un peu de mal à me projeter sur un chantier. J'ai affirmé mon choix et je lui ai dit non, c'est le chantier qui m'intéresse. Et donc du coup on m'a proposé un poste de responsable de programme adjointe et j'ai été formée par une directrice de programme avec 2 chantiers à m'occuper en direct tout de suite. Voilà, au bout de 6 mois. Voilà, de là, ensuite, je suis restée, je crois, 2 ans responsable de programme adjointe. Ensuite, j'ai été responsable de programme pendant 8 ans, je pense.
Et ensuite, ça a été assez vite directeur de programme, directeur opérationnel et là, directeur territorial depuis 3 ans. Concrètement, ça veut dire quoi être directrice territoriale chez Vinci ? Alors, on s'occupe de tout type de produits, tout type de bâtiments, du bureau, de la résidence gérée, du logement, de l'hôtel, du commerce, pôle de loisirs, pôle médical. C'est vraiment très varié. C'est ce qui est hyper intéressant d'ailleurs. Et le métier de directeur territorial, c'est de développer des projets sur ce territoire, les porter, les mener à terme et encadrer une équipe d'opérationnels, directeurs de programme, responsables de programme pour s'assurer bien évidemment que les opérations se passent bien, qu'on tienne nos objectifs, nos plannings, nos engagements auprès de nos clients et puis qu'on continue bien évidemment à maintenir et à développer nos relations avec les différents partenaires, les différentes collectivités pour développer toujours plus de projets et maintenant j'allais dire, dans le contexte actuel, des projets en tout cas qui soient durables et qui soient en phase avec les nouveaux enjeux actuels, environnementaux notamment. Mais alors du coup, pour mieux comprendre d'un point de vue pratique, donc vous chapeautez des équipes qui vont aller jusqu'à trouver des terrains, trouver les projets qui vont correspondre à ces terrains-là, de A à Z un peu, quels sont les éléments clés qui va rythmer aussi votre quotidien et ceux de vos équipes ? Alors, c'est un détail du métier de promoteur. Donc, le métier de promoteur, c'est passer, on va dire, du rêve à la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire d'un projet sur le papier à une construction. Et au début de tout ça, c'est effectivement sourcer des fonciers. Maintenant, c'est plus des fonciers, c'est pas un champ inconstruit au milieu de la pampa, puisque nous avons des objectifs de zéro artificialisation. Donc, on cherche à reconstruire la ville sur la ville. C'est trouver des fonciers en désuétude type des usines désaffectées, ce genre de choses. Développer un projet sur ce dossier. Donc ça, c'est la partie vraiment développement, nouer une relation avec le propriétaire foncier, faire une offre, bâtir un projet, le concevoir avec toute une équipe d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de bureaux d'études, le monter, le faire accepter, c'est très important auprès des différentes parties prenantes, et les riverains, les élus, les services d'urbanisme, et ensuite mettre en musique tous ces acteurs pour que le projet aboutisse dans un cadre ou un contexte réglementaire et économique qui conviennent à tout le monde. C'est un peu la partie compliquée. C'est que nous, on est vraiment à l'intermédiaire de tous ces acteurs et de toutes ces contraintes, et il faut qu'on arrive à sortir un projet qui réponde un peu à toutes les attentes et aux contraintes de chacun. Du coup, c'est des projets qui peuvent se passer sur plusieurs années, je présume ? C'est des projets, oui, qui peuvent prendre plusieurs années. C'est nécessaire de toute façon. Et de plus en plus, la conception est compliquée, la sortie des dossiers est difficile, liée à la difficulté d'obtenir des permis de construire, de rendre acceptables justement les dossiers, et puis de marier les différentes contraintes de chacun. On voit la tour Toulion qui s'érige petit à petit là au centre de Lyon. C'est un projet qui a été initié, je crois, les premières discussions en 2012. D'accord. C'est très très long, oui. Alors, par rapport justement aux nouveaux enjeux que vous évoquiez, on traverse différentes crises, la crise sanitaire, l'augmentation des prix des matériaux, celle du prix des énergies, les nouvelles réglementations environnementales, etc., qui viennent probablement contraindre fortement votre développement et qui influent sur le secteur. Donc, quels sont en fait les nouveaux défis de l'immobilier et l'avenir de cette partie immobilière avec toutes ces contraintes ? On est dans une période extrêmement compliquée, c'est sûr, et je dirais même quelque part sans précédent, puisque du coup, on a tous dû faire face à la crise sanitaire, et chez nous, comme pour tout le monde, ça a nécessité un arrêt net de nos activités. Et au moment où on commençait à sentir la reprise fin 2021, début 2022, on a la guerre en Ukraine qui éclate et qui, à nouveau, nous demande beaucoup d'agilité, beaucoup de réflexion pour tenter de sortir de toutes ces conséquences liées à cette crise, c'est-à-dire le retour de l'inflation, la crise de l'énergie, la hausse des coûts des matériaux, la difficulté pour nos clients d'obtenir des financements avec les renchérissements des taux d'intérêt. Donc tout ça met beaucoup à mal notre métier et nos activités, et il faut vraiment ruser d'ingéniosité et faire preuve de résilience pour toujours revoir, défaire, refaire encore et encore sans arrêt pour essayer de faire sortir commercialement déjà nos dossiers. Puisque la difficulté aujourd'hui, c'est que si ça fait déjà plusieurs années qu'on était dans une crise de l'offre avec la difficulté à obtenir les permis de construire et donc une diminution du nombre de logements mis en vente, aujourd'hui on a en plus une crise de la demande puisqu'on n'arrive plus à vendre nos dossiers. Les prix de vente ont atteint des sommets, ont servi aussi, la remontée des prix de vente a couvert un peu l'augmentation des matériaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on est arrivé à un point de rupture et que les prix ne peuvent plus monter indéfiniment.
De toute façon, les gens ne peuvent plus se financer et ça devient vraiment très, très compliqué, effectivement. Donc là-dedans, avec en plus des contraintes environnementales fortes et des attentes fortes des élus sur les bâtiments de demain qui ne doivent plus être générateurs de gaz à effet de serre, en tout cas moins, il faut ajouter du coup à tout ça le fait que il faut construire durable, de moins en moins en béton, avec des matériaux biosourcés, du réemploi, et tout ça coûte extrêmement cher aussi. Donc, quelque part, ça alimente aussi la flambée des prix. C'est ce qui est un petit peu compliqué. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour un même budget, un ménage a perdu environ 9 à 12 mètres carrés de pouvoir d'achat. Et pourtant, on veut toujours et on a toujours besoin de se loger. Et on a toujours besoin de se loger. On est dans une pénurie de logements qui devient dramatique. Donc, quelles sont les solutions pour voir un peu le bout du tunnel ? Est-ce qu'il y en a ? Déjà, c'est lié à la crise du Covid. En tout cas, les réflexions qui ont été nourries suite à cette crise, c'est de concevoir plus des bâtiments uniquement pour se loger, mais qui soient des véritables lieux de vie un peu hybrides, avec un vrai espace extérieur. Il n'y a plus aucun logement qui est conçu sans espace extérieur. Des logements qui soient flexibles. C'est-à-dire ? Qu'on puisse adapter la troisième chambre en bureau, ce genre de choses. Il faut réfléchir à des nouveaux modes également d'habitat avec des espaces partagés, des espaces communs. Les bureaux aussi changent beaucoup. On se rend compte que le télétravail a pris une place importante, que les attentes, et notamment de la nouvelle génération, sont plus celles d'avant. Bien sûr, oui. Autant le télétravail à 100%, c'est pas une attente réellement de la nouvelle génération, qui a aussi besoin d'avoir un endroit où se retrouver pour créer de la cohésion. Mais du coup, il faut penser le bureau un peu différemment, avec beaucoup d'attractivité aussi. Là encore, des espaces communs, des lieux d'échange, d'émulation. Il faut être à l'écoute, en tout cas, des attentes de chacun. C'est ça la difficulté, et pouvoir y répondre dans un contexte qui ne le permet pas nécessairement. Ouais, prise en compte de tout cet impact sociologique qui est en train d'évoluer. Et les villes ont encore des demandes, enfin, on souhaite encore habiter dans les villes, ou au contraire, il y a quand même une évolution suite au Covid à vouloir aller habiter plutôt dans les campagnes ou en tout cas en périphérie des villes. Alors, il y a eu un fort engouement pour la ville moyenne post-Covid et le retour à la maison individuelle. Je ne sais pas si le modèle perdurera, puisque, pareil, le prix des maisons ont complètement explosé et que malgré tout, se pose la question de la mobilité aussi derrière et des lieux de travail. Les entreprises sont quand même proches des grandes villes. Il faut pouvoir se déplacer. La voiture, c'est plus le modèle aujourd'hui, donc il faut aussi développer les mobilités. Il reste de la place en ville. La volonté, c'est quand même de construire en ville. La ville du quart d'heure avec les services à proximité, le travail à proximité, et rendre la ville justement beaucoup moins bétonnée qu'avant, créer des îlots de fraîcheur. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande, c'est le modèle, et il faut qu'on tende absolument à ça. Moins de constructibilité, beaucoup plus d'espaces verts. J'avais lu dans une étude dans le Figaro en 2021 que l'immobilier était justement l'un des secteurs les plus attrayants. Alors peut-être qu'on peut remercier Stéphane Plaza, mais au-delà de cette note d'humour, est-ce que ce secteur est toujours justement attractif par rapport à ce que l'on s'est dit ? Et à travers cette question-là, c'est aussi de savoir quels sont les différents métiers aussi qui composent, on va dire, le secteur global de l'immobilier. Je pense que c'est un métier très attractif, en tout cas le métier de promoteur en tant que tel, puisque, comme je le disais au début, on est vraiment le trait d'union entre des mondes complètement différents. Il faut se dire qu'on parle avec des propriétaires fonciers qui sont des gens comme vous et moi, avec des élus, avec des gens beaucoup plus techniques, avec des clients. Et en fait, c'est hyper enrichissant pour ça. Et en plus, ça demande une étendue de compétences et de savoir immense. Moi, personnellement, j'apprends encore tous les jours, puisqu'il faut avoir à la fois des compétences financières, juridiques, les compétences techniques quand on gère un chantier. Moi, je viens d'un profil, donc école de commerce. J'y connaissais pas grand-chose à la construction. Donc là-dessus, on se forme aussi sur le tas, entouré par notre service technique, mais aussi par les bureaux d'études, etc. Mais en tout cas, on se forme tous les jours, et c'est vrai que c'est pas uniquement l'immobilier, c'est toute la construction, tout le montage, tout le volet juridique. C'est un métier qui est passionnant. Et vous personnellement, c'est ce qui vous attire, enfin, ce qui vous donne envie chaque matin de continuer dans ce secteur-là ? Ouais,
Oui, parce qu'on apprend toujours. Et en lien avec ce qu'on disait et les changements sociétaux et environnementaux actuels, on est obligé de se remettre en question tout le temps et d'imaginer d'autres solutions, d'autres modes d'habitat, d'autres montages pour nos opérations. On ne peut jamais rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut toujours se remettre en question, toujours avancer, toujours imaginer. C'est vraiment très enrichissant. Et donc, sur les différents métiers, alors effectivement, il y a l'aspect commercial qui est plutôt la partie finale, en fait, ou la partie immergée de l'iceberg. Et il y a toutes les autres dimensions que vous évoquiez. Donc, il y a le métier de prospecteur, développeur foncier qui consiste à rechercher des terrains, effectivement, nouer des relations et des promesses de vente avec les propriétaires fonciers. Ensuite, chez nous, dès que la promesse de vente est signée, le dossier passe au volet opérationnel, où là, il y a toute la phase de montage avec les architectes, les bureaux d'études, la présentation du projet en mairie. On a régulièrement maintenant des phases de concertation où il faut présenter le projet aux élus, mais également aux riverains pour le rendre acceptable. On prend en compte les demandes, les objections, on retravaille le projet en fonction de ces demandes pour s'éviter un maximum aussi les recours. Tout ça va dans le fait de rendre acceptables les dossiers, bien évidemment. Et une fois qu'on a notre permis, le responsable de programme suit tout l'avancement du chantier avec son équipe. Donc là, c'est vraiment un autre monde aussi. C'est les réunions de chantier, les visites avec les clients au stade cloison, au stade pré-livraison, livraison, le SAV qui est également effectué par les responsables de programme et tout le suivi jusqu'à la clôture de l'opération. Donc les différents types de formations, alors pour le coup ça va être très vaste en fait, je présume que les profils viennent de formations très différentes. On a différents profils, écoles de commerce, maintenant il y a pas mal d'écoles qui se sont spécialisées aussi dans le métier de promoteur immobilier et on a beaucoup d'alternants qui viennent de ces écoles d'ailleurs. On a parfois des profils plus économie de la construction, plus technique où là il va falloir les former sur les aspects plus juridiques, financiers, administratifs. On peut vraiment venir de tous les milieux pour autant qu'on est curieux, je pense, et engagé. En tout cas, je sais que moi, je recrute mes collaborateurs là-dessus. Il y a le CV, certes, et les compétences minimum, mais après, c'est beaucoup la personnalité et la curiosité et l'engagement qu'on a envie d'y mettre. Okay. Parce que, encore une fois, c'est un métier où on apprend vraiment tous les jours. Par rapport donc à ces quelques années maintenant que vous êtes dans cette structure-là, mais de manière plus globale, est-ce que vous avez une observation sur la féminisation du secteur ? Alors, j'ai l'impression que ce secteur de l'immobilier est plus féminisé que le bâtiment pur, mais comment observez-vous en fait cette évolution ? Est-ce que vous en observez une Alors, en 17 ans, il y a une évolution qui est très nette, effectivement, puisque quand je suis arrivée, j'étais managée par une directrice de programme, mais c'était la seule opérationnelle. Et depuis, en tout cas à Lyon, mais globalement chez Vinci Immobilier, il y a, je pense, une belle parité au niveau de nos métiers, à la fois au développement et à l'opérationnel. Je note aussi clairement qu'au niveau de la maîtrise d'œuvre chez les architectes et les bureaux d'études, on a beaucoup plus de femmes dans le métier. Sur les chantiers, les conducteurs de travaux restent principalement masculin encore, et encore que j'ai eu affaire à des femmes malgré tout. Ça arrive, je trouve, mais ça reste très masculin quand même, le chantier. Et en tout cas, si on peut avoir quelques femmes conducteurs de travaux, le métier manuel reste assez masculin. Oui. Il m'est arrivé de rencontrer des femmes peintres ou carreleurs, mais ça reste des exceptions. Ouais, un peu anecdotique et... On sent que le changement est clairement en cours et on a énormément en tout cas dans la promotion de filles qui arrivent. Voire plus de filles que de garçons, je dirais, chez nous à Lyon. Okay. Vous êtes maman de jumelles, qui sont en début d'adolescence. Du coup, comment est-ce que, alors maintenant elles sont un petit peu plus grandes, mais comment est-ce que vous avez pu gérer en fait ce côté perso et pro, surtout qu'au début, je présume que ça devait être une belle vague qui arrive comme ça. C'était un tsunami. Et puis, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous sentez de manière plus globale qui évolue, ce rapport en fait d'être maman et d'avoir des activités assez chargées et de responsabilité ? Au début, c'était un petit peu compliqué pour moi déjà, étant donné qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire et avec quelques soucis de santé, j'ai été arrêtée assez tôt. Je pense que ça avait aussi à l'organisation qu'on avait chez Vinci Immobilier à l'époque, beaucoup moins pyramidale. Donc tous les responsables de programme
et directeurs de programme étaient reliés directement au directeur général adjoint. Ce qui fait que quand je suis partie, il a fallu me remplacer. Et quand je suis revenue, j'ai pas pu reprendre mes opérations qui ont été reprises par quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu une forme de frustration là-dessus. Aujourd'hui, on est 1300, là où à l'époque on était moins de 200 au national. On est beaucoup mieux structuré et on est organisé avec des directeurs de programme qui encadrent des responsables de programme adjoints, de sorte que les femmes qui partent en congé maternité aujourd'hui peuvent suivre leurs opérations de loin avec leur manager ou avec leur N-1, selon le cas. Ce qui fait que le retour est bien plus facilité et les conditions sont réunies, en tout cas, pour que ça se passe bien, le départ se passe bien, le retour se passe bien. Il n'y a plus de sujet. C'était différent à l'époque. Je ne peux pas dire que je l'ai mal vécu non plus. Et après, en termes d'organisation, je pense que, en tout cas, on a des managers qui sont suffisamment à l'écoute. En tout cas, moi, je l'ai été. J'ai pas eu de gros sujets. Mais ça nécessite néanmoins beaucoup de communication, côté à la maison et au travail. Et après, c'est toujours la question de savoir où on met le curseur. On est dans des métiers, en tout cas, où on peut vite se faire happer, tellement c'est prenant. On a beaucoup de sollicitations à l'extérieur aussi. Et clairement, on pourrait tous les jours rentrer à 20h, 21h, 22h. Le travail n'est jamais terminé, les sollicitations ne s'arrêtent jamais. Donc c'est à chacun aussi de mettre le curseur là où il a envie de le mettre. En tout cas, je crois pas que mes filles en aient souffert. Elles me le reprochent pas pour le moment. Je suis pas hyper présente, mais je suis pas absente. Et en tout cas, les moments que je passe avec elles sont des moments privilégiés et qualitatifs. Et je pense que c'est ça l'important. Enfin, moi, mon avis, c'est que les enfants sont des éponges. C'est évident que si on leur fait sentir que le modèle qu'on leur donne n'est pas le bon, ça va nous être reproché. Et à partir du moment où c'est comme ça... Il y a l'épanouissement derrière, en général. Voilà, c'est ça. Mon père étant entrepreneur, il n'était pas hyper présent non plus. Je ne vais jamais reprocher. Et je ne pense pas en avoir souffert parce que j'ai compris que c'était comme ça. Le tout, c'est de ne pas se comparer à d'autres familles où peut-être les parents sont plus présents et se dire que celui-là est mieux qu'un autre. Chaque famille a son propre équilibre et sa propre façon de faire. Alors, ma dernière question, la question simple que je dirais, et je la reformulerai après, c'est quel conseil donneriez-vous aux femmes ou aux jeunes femmes qui réfléchiraient à venir dans le secteur de l'immobilier et le bâtiment? Et je vais reformuler ma question. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des entretiens que je commence à faire, à chaque fois on me dit « Ah non mais moi, j'ai pas de conseils à donner, voilà ». Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi, je leur dirais, venez, foncez, c'est tellement passionnant. Et puis, c'est des métiers où on peut mesurer clairement nos actions. C'est une très grosse responsabilité, le métier de promoteur, puisque comme je l'ai dit, on voit l'impact tout de suite. Quand on voit la Tour Toulion, on se dit, bon, on a changé quelque chose quand même. On modifie complètement un foncier, mais un quartier, un territoire. On a un vrai impact qui est mesurable. Et il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de... Je pense que la jeune génération, alors homme ou femme, vous m'avez posé la question pour les femmes, mais je veux répondre de manière plus générale parce que la jeune génération, je pense, est plus sensible, en tout cas, aux questions environnementales, et on est dans un métier et dans la construction, un secteur qui a un impact fort sur l'environnement, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Les métiers vont changer, les modes de construction vont changer, il y a tout à faire et ça va être passionnant et il faut clairement venir. Donc on peut leur dire, voilà, soyez fiers de peut-être participer à et si à vous la cherchez ville un métier de demain. Qui ait du sens, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup Marilyn pour ces échanges-là. Avant que l'on conclue, je vais passer aux questions pour un parpaing. Alors Marilyn, rêve ou réalité? Les deux. Ah non, c'est facile. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, mon métier, c'est passer du rêve à la réalité. Passer du papier au parpaing. Plus terre à terre, frites ou potatoes? Potatoes. Humour ou amour? Humour quand même. Je pense à ça naturellement puisque j'ai fait une intervention auprès de mes équipes récemment et je crois que dans la période actuelle, l'humour est essentiel. Il faut garder au travail aussi beaucoup d'humour, prendre un peu de hauteur pour échapper un peu à tout ce qui se passe en ce moment. Petit-déj au bureau ou after work dans un bar? After work. Facebook ou Instagram? Ni l'un ni l'autre. Lait avant ou après les céréales? Pas de lait. Voyage ou maison? Voyage. Film ou série? Série. Et pour terminer, parpaing ou sac à main? Sac à main. Merci beaucoup Marilyn pour cet échange. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ouais, c'était sympa. Un petit mot de la fin? Merci, en tout cas, merci d'avoir pensé à moi et merci pour cet échange. C'était
Merci à vous. Je continue à vous remercier pour être de plus en plus fidèles aux épisodes de Parpaing et Sac à Main. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'apparemment, peu importe que vous soyez issu du secteur du bâtiment ou pas, chacun trouve écho différemment suivant les épisodes. Certains adorent les retours très opérationnels et d'autres ont plaisir à écouter les échanges autour des enjeux et des préoccupations actuelles. Je le répète, désolé, mais vos retours sont très importants, ça permet de progresser à chaque épisode. Et vous avez plusieurs manières de le faire, soit bien entendu via mon LinkedIn perso, Stéphanie Gériffaut, ou sur mes différents comptes pro via ma société Digibat. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, bref, il est de partout. Alors, c'est basique, mais pas tant que ça, parce que du coup, ça permet au podcast d'être davantage mis en avant sur les plateformes. N'hésitez pas, par exemple, à le faire écouter à vos enfants, ça peut peut-être aussi intéresser des centres de formation pour promouvoir davantage ces métiers. Et surtout, si vous avez dans votre réseau des personnes qui correspondent à l'état d'esprit et aux valeurs de Parpaing Sac à Main, alors n'hésitez pas à m'en parler. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.